Bienvenue à tous dans la deuxième partie du 64 minutes. Il est temps de nous réveiller et d'affronter la réalité. C'est la conviction de l'invité du Grand Angle, le journaliste Aymeric Caron, qui publie Utopia 21. Bonjour Aymeric Caron. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, donc Utopia 21 chez Flammarion. Alors je vous présente en quelques mots. Vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé pour Canal+ et pour Europe 1. Et puis on vous connaît surtout en France et dans le monde entier, d'ailleurs grâce à TV5 Monde, comme chroniqueur de 2012 à 2015 de l'émission Dans l'émission N'est pas couché de Laurent Ruquier. Et puis c'est pas anodin pour vous, vous vous revendiquez comme végétarien, défenseur... végétalien, même vegan. Végétalien. Ah, dans votre dossier de presse, c'est marqué végétarien. Donc disons... C'est pas le studio de ma maison de presse alors. Hein, parce que... donc végétalien. Vegan, revendiqué. Vegan, défenseur des droits des animaux, un combat que vous avez prolongé d'ailleurs dans un précédent livre en 2016 qui s'appelle Antispéciste, réconcilier l'humain, l'animal et la nature. On en parlera d'ailleurs peut-être à propos de ce livre-ci. Alors votre nouveau livre justement, c'est Utopia 21. Alors c'est un livre impressionnant, déjà plus de 500 pages, un titre qui renvoie évidemment à un livre fondateur de l'humanisme de la Renaissance, le célèbre Utopia, Utopie en français, écrit il y a 500 ans, en 1517, par Thomas More, le fameux théologien et homme politique anglais. Alors c'est un héritage que vous assumez dans votre livre, qui est aussi, on peut le dire, une utopie, une route, un voyage pour affronter la réalité. C'est ça votre livre? Oui, exactement. C'est-à-dire que je pense qu'on a aujourd'hui un rapport faussé à la réalité, justement, et à l'utopie. C'est-à-dire que beaucoup des choses qu'on nous présente comme étant des vérités, c'est-à-dire notre rapport à la démocratie, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à l'économie, à l'argent, beaucoup de ces choses-là sont fausses en réalité. C'est-à-dire qu'on nous ment sur beaucoup de ces points. Et je pense que une forme d'utopie nous oblige aujourd'hui à reconsidérer complètement ces modèles. Et ce qu'on nous présente souvent comme des utopies, c'est-à-dire comme des visions un petit peu illusoires de la réalité, sont en réalité des solutions extrêmement réalistes. Je vais prendre un point extrêmement concret pour me faire comprendre. Si on prend par exemple notre rapport aujourd'hui à l'environnement. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui, parce que lorsqu'on explique pourquoi aujourd'hui la décroissance est une nécessité économique, pourquoi on doit arrêter de produire autant. Tout le monde ne dit pas ça. Certains le disent, mais... Non, justement, absolument. Ce n'est pas du tout le discours dominant. Ce n'est pas le discours de ceux qui nous dirigent depuis des décennies. Or, tous les scientifiques qui travaillent très sérieusement sur ces sujets-là nous disent pourtant que c'est la seule solution réaliste, effectivement, de revoir complètement notre rapport à la croissance, au productivisme, au PIB. On disait déjà dans les années 70. Mais bien sûr, il y a eu zéro. Mais c'est absolument, c'est d'ailleurs pour ça que l'utopie est une notion extrêmement importante. Je cite René Dumont, qui était le candidat justement des écologistes en 1974 à la présidentielle, qui était l'un des tout premiers à nous alerter justement sur le fait que nous allions dans le mur si on continuait avec ce modèle productiviste. Et c'est aussi un hommage que je lui rends, puisqu'il avait écrit un livre très important qui s'appelait L'utopie ou la mort. Et donc c'est aussi un hommage que je lui rends en faisant référence à l'utopie dans ce livre. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'utopie, aujourd'hui, un utopiste, en général, c'est un doux rêveur. Si pas, comme vous le dites, un dangereux rêveur. Les utopies, c'est devenu une notion négative dans notre société. Souvent, dans notre société, on qualifie d'utopiste quelqu'un qui serait déconnecté de la réalité. Mais en réalité, je pense que l'utopiste, aujourd'hui, c'est celui qui essaye d'inventer un monde meilleur, tout simplement, en tenant compte précisément de réalités qu'on essaye de nous cacher. Alors, avant de parler des propositions utopistes ou utopiques que vous faites, plutôt utopistes, vous avez vraiment une vision du monde, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture du livre, extrêmement pessimiste. Alors, parfois, on peut vous prendre pour un dangereux gauchiste révolutionnaire parce que vous dites des choses, vous y allez fort parfois. Vous dites le néolibéralisme, c'est un totalitarisme, je vous cite, du niveau du nazisme et du stalinisme. C'est un totalitarisme, non, c'est-à-dire que, attendez, évidemment, sorti du contexte, c'est-à-dire que je fais référence à Hannah Arendt qui a réfléchi sur les totalitarismes. Et en effet, j'explique qu'elle avait identifié deux totalitarismes qui étaient le nazisme et le communisme, ou le fascisme et le communisme. Et je dis qu'on peut aujourd'hui en rajouter un troisième que moi j'appelle un totalitarisme soft. C'est-à-dire que, bien évidemment, je fais la différence entre ces totalitarismes qui ont fait des millions de morts et puis le totalitarisme que l'on vit aujourd'hui. Je l'appelle totalitarisme tout simplement parce qu'on est dans une manipulation des masses qui ne pensent plus, qui se laissent faire et avec une pensée unique. Et aussi avec un système de pensée qui aliène complètement nos libertés. C'est en ce sens-là.
Alors, vous, par exemple, vous dites au hasard, il y en a plein d'exemples dans votre livre, vous dites que notre démocratie, c'est qu'une démocratie de façade. Oui. La victoire d'Emmanuel Macron en mai, pour vous, d'ailleurs, c'en est un exemple. C'est ce que vous appelez une déroute démocratique. Oui, complètement, Pourquoi ? parce que lorsque l'on regarde qui a voté pour Emmanuel Macron, et lorsqu'on regarde les sondages qui ont été faits auprès de ceux qui ont mis un bulletin dans l'urne pour lui, dès le premier tour, parce qu'on a un deuxième tour très particulier, on se rend compte qu'en réalité, il y a seulement un Français sur 10, en tout cas un votant sur 10. Vous rappelez qu'il fait 24% des votants. Des votants avec une abstention très forte, autour de 20%. Et lorsqu'on interroge les votants, beaucoup de ceux du premier tour nous indiquent déjà qu'une grande partie d'entre eux n'ont pas voté par adhésion, mais par calcul, simplement en se disant, alors sachant que voilà, un tel va pas être qualifié, par contre lui va l'être, Macron celui qui a le plus de chances. Donc on se rend compte qu'en réalité, il y a simplement un électeur de Macron sur 10 environ qui a vraiment voté pour lui par qui ne serait pas légitime pour vous. Adhésion. Bon, il est légitime tout simplement parce qu'il a effectivement répondu aux règles qui sont les nôtres aujourd'hui. Je dis simplement qu'il faut changer ces règles et que le scrutin majoritaire à 2 tours ne permet pas aujourd'hui de dégager un candidat qui effectivement soit issu d'un jeu démocratique juste. On se retrouve à chaque fois avec ce système-là, avec une France coupée en deux, puisque celui qui gagne est toujours élu à 51, 52%. Donc il y a toujours en face de lui déjà la moitié qui n'en veut pas. Et puis dans ceux qui ont voté pour lui, dans les 51 ou 52% qui ont voté pour ce candidat, il y en a beaucoup qui ont voté en ayant beaucoup de doutes ou de méfiance vis-à-vis de ce candidat. Donc déjà cette personne-là n'a pas de chance. Donc je propose un certain nombre de système de vote complètement différent qui nous permettrait peut-être d'apaiser complètement notre démocratie. Et puis la démocratie, c'est pas que le système de vote, c'est aussi quelles sont les connaissances des votants. C'est pour ça que je propose une idée qui vous a peut-être un petit peu aussi choqué, c'est le permis de voter, c'est-à-dire vérifier que les gens... proposition que vous faites, oui, il faut un permis de voter. Oui, tout simplement pour aller vérifier que les gens qui mettent un bulletin dans l'urne ont un minimum de connaissances du scrutin sur lequel ils vont se prononcer. Est-ce qu'ils connaissent bien les partis? Est-ce qu'ils connaissent bien les programmes de ces partis? Est-ce qu'ils connaissent bien seulement les institutions? Si vous prenez par exemple les élections européennes, sur une chaîne comme Télé5, c'est important d'en parler, on se rend compte que beaucoup de gens qui vont voter pour les élections européennes ne sont pas au courant de ces institutions. Comment ça fonctionne Et si vous ne répondez pas la aux Commission, questions, le Conseil de l'Europe, si vous ne répondez pas aux questions, vous ne pouvez pas voter alors? Oui, mais simplement, absolument, c'est ça l'idée. Comme on a un permis de conduire, c'est-à-dire que si on ne sait pas maîtriser le véhicule, si on ne sait pas ce que veulent dire les panneaux, on n'a pas le droit de conduire. De la même manière, à quoi ça sert d'aller mettre un bulletin dans l'urne si je vote en méconnaissance totale de cause? En revanche, ça ne peut fonctionner, ce permis de voter, que si l'on retravaille complètement également notre système d'éducation. C'est-à-dire que si on est sûr et certain qu'on permet à tous les élèves, les étudiants, d'acquérir les connaissances nécessaires. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres mesures qui sont proposées, qui sont en corrélation. Il y en a plein, il y a 500 pages. Oui, parce que ce n'est pas une mesure comme ça tout seul. C'est par exemple, une dernière que je vous cite, c'est baisser le temps de travail. Si on baisse considérablement le temps de travail, tout à coup on crée du temps libre qui va permettre à chacun des citoyens, non seulement de se consacrer aux loisirs, à sa famille, au sport, etc., mais aussi à la lecture, à la culture et justement à l'implication dans la vie politique de son pays. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le temps de s'intéresser suffisamment aux questions politiques. Alors vous parlez beaucoup aussi de l'argent que vous considérez comme une escroquerie, que nous sommes dirigés par une plutocratie, que ce soit en France ou dans le monde d'ailleurs. C'est un fait. Les gens qui nous dirigent, que ce soit les députés ou les gens au gouvernement, sont beaucoup plus riches que la moyenne des citoyens. Donc c'est quand même qu'il y a un petit problème. Vous savez, si on était vraiment dans une démocratie, il y a, on le note, les inégalités ne cessent de s'accroître. Les riches sont de plus en plus riches. Si nous étions réellement dans une démocratie, sachant qu'il y a plus de pauvres dans un pays que de riches, par définition, ce sont les pauvres qui devraient diriger le pays. Puisque souvent on vote en fonction de ses propres intérêts. Ce sont les pauvres, ou alors ceux qui sont au pouvoir devraient prendre majoritairement des mesures en faveur des plus pauvres. On constate que ça n'est absolument pas le cas. On passe par le système représentatif, fatalement, on élit l'élite, entre guillemets. Ben non, justement, c'est là qu'il y a un problème. Si c'est un vrai système représentatif efficace, on élirait des gens qui réellement sont là pour défendre nos intérêts. On constate qu'on arrive à une perversité absolue où des gens vont voter pour des représentants qui en réalité ne vont pas du tout les défendre eux, mais qui vont défendre des intérêts économiques, des lobbies, en faisant croire à certaines classes de la population qu'en effet ils peuvent les défendre. Alors il y a quelque chose aussi qui va sûrement faire réagir beaucoup de monde, c'est que vous comparez vous dites que le terrorisme est un phénomène mineur, vous dites la diarrhée tue 30 fois plus et les terroristes les plus dangereux sont soutenus par les gouvernements. Je dis que le terrorisme, c'est-à-dire le terrorisme des armes, celui qui fait la une de l'actualité extrêmement souvent depuis quelques années, c'est un terrorisme qui est mis en avant, mais malheureusement, il en cache un autre
qui tue énormément plus, effectivement. C'est un terrorisme industriel, notamment, soutenu par des politiques. Je cite le chiffre de 12,5 millions de morts par an à cause de la pollution de l'eau ou de l'air, l'antibiorésistance qui fait 15 000 morts par an en France. Je peux vous citer beaucoup de domaines. Lorsqu'on prend un groupe comme Monsanto, par exemple. Monsanto, qui évidemment a été au cœur de très nombreux procès. On en parle beaucoup en ce moment avec le glyphosate. Monsanto a sciemment truqué des études. Monsanto sait depuis des années que ces produits sont polluants. Sait que ces produits font des victimes, tuent des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, créent des déformations sur des bébés. Et pourtant, cette entreprise continue à vendre ses produits, à s'enrichir. Oui, c'est un groupe que je qualifie de terroriste dans le livre. À partir du moment où le terrorisme, c'est une action, une cause qui mène à la mort prématurée d'innocents, et dans ce cas-là, effectivement, il faut considérer que les comportements industriels aujourd'hui d'un certain nombre d'entreprises sont des comportements terroristes. Alors, liberté, égalité, fraternité, vous dites dans les 3 cas, c'est un mensonge. Mensonge de liberté, mensonge d'égalité, mensonge de fraternité. Oui, en effet, je pense que ces notions, c'est quand même magnifique. C'est un magnifique triptyque. Liberté, égalité, fraternité, c'est la fierté de la France, en principe. Et souvent, nos représentants disent que nous sommes le pays des droits de l'homme et sont extrêmement fiers d'afficher ces valeurs. Et pourtant, lorsqu'on les passe à la loupe, chacune de ces valeurs, on constate que non, malheureusement, elles ne s'expriment pas de manière extrêmement efficace aujourd'hui dans notre pays. Alors, l'utopie, on en a un peu parlé au début, l'utopie du XXIe siècle, pour vous, c'est un fil rouge dans le bouquin, ne peut passer que par l'écologie. Oui. L'écologie, pour vous, c'est l'utopie, j'allais dire, moteur du XXIe siècle, qui devrait être l'utopie moteur du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut appeler utopie en politique? C'est un projet novateur qui nous permet de renouveler notre mode de pensée pour aller vers un mieux. Un mieux qui serait une forme de progression morale de l'humanité. C'est-à-dire que l'antiracisme, c'est une utopie. Lorsqu'on s'est battu pour la fin, l'abolition de l'esclavage, c'était une utopie. Lorsqu'on se bat pour les droits des femmes... C'est ce qui n'a pas été aboli, selon vous. Oui, alors après, ça c'est encore un autre sujet. Donc je cherche aujourd'hui quel est le projet politique novateur que l'on peut avoir en point de mire comme une utopie. On voit bien que le communisme a échoué, le néolibéralisme échoue, on le voit tous les jours. Donc quelle est la grande idée fédératrice aujourd'hui qui peut nous faire aller vers un mieux? La seule idée aujourd'hui, celle qui s'impose comme une nécessité absolue, c'est en effet l'écologie. Et la conquête spatiale, parce que vous terminez votre livre sur le rêve d'Apollo 11, qui était une utopie du XXe siècle. Mais Stephen Hawking, l'astrophysicien, nous dit qu'il est absolument urgent aujourd'hui de conquérir l'espace, qu'il nous faut trouver une autre planète. Ça aussi, c'est une évidence. Si on réfléchit sur le très 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 long terme, on sait que de toute façon, la vie va devenir un jour impossible pour l'espèce humaine sur Terre. La Terre, d'ailleurs, va disparaître un jour. Donc si effectivement... Dans très très longtemps. Dans très très longtemps, dans quelques milliards d'années, mais tout de même, on peut y penser. Et puis surtout, dès aujourd'hui, on se rend compte que, vous savez que si nous adoptions tous aujourd'hui le mode de vie des Américains, il nous faudrait 3 planètes. Au moins. 3 planètes Terre. Donc, vous voyez bien que dès aujourd'hui, il faut en effet réfléchir à la manière dont nous pourrons continuer à faire vivre l'espèce humaine sur peut-être d'autres planètes que la nôtre. Merci Aymeric Aron. Ceci n'est pas un livre, c'est un voyage au centre d'une terre nouvelle. Ce sont des pas sur une route à inventer. C'est un rêve pour affronter la réalité. C'est votre éditeur qui le dit, mais ça résume bien votre livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Venu en parler dans le 64 minutes.